Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bonsoir aux personnes qui sont avec nous en présentiel et bonsoir aux personnes qui assisteront au replay. Bienvenue au 8e épisode de la deuxième saison de Tarot Tribute. Et ce soir, je reçois Rock pour Le 23, donc, Pardon? Un. ah, Bon, c'est pas grave. Donc, je disais, je reçois Rock pour un interview sur le thème tarot et pèlerinage. Donc, Rock, on ne voit pas ton visage. Tu nous expliqueras pourquoi. On va en parler ce soir. Pourquoi tu as fait ce choix de l'anonymat. Je suis heureuse que tu aies un chapeau et un foulard parce que tu m'avais parlé d'un masque d'Halloween et j'étais pas très à l'aise avec ça. Donc, je suis très contente que tu aies choisi cette option-là. Euh, Tu nous montres c'est mon, l'arcane sans nom. voilà, c'est mon masque d'Halloween, mais je l'ai pas mis sur moi. C'est ton masque d'Halloween. Bon, c'est un peu plus soft quand même. Mais j'avais pas vu qu'il y avait toutes les petites, toutes les cartes. Ah Génial. oui, oui, Je oui. n'avais pas vu. Donc, bah, pour rentrer dans le sujet, je fais toujours une petite présentation rapide comme ça des invités. Et pour toi, eh bien, j'avais pas forcément envie de. Alors déjà, il y a toujours cet exercice de la définition qui est relativement compliqué parce que bah, définir, c'est limité. Et ça nous gêne aussi. Et puis, parce que dans ton cas, ça me paraissait important, non pas seulement de parler de qu'est-ce qui est en cours actuellement, mais aussi de dire quelques mots sur ton itinéraire, parce que c'est vraiment important par rapport au sujet qu'on va aborder ce soir. Donc, je commencerai par là. Roch, tu as été chevrier. Ensuite, tu as travaillé, alors parmi d'autres choses, hein, mais on va dire les étapes un peu marquantes comme ça, tu as été chevrier. Après, tu as travaillé dans le funéraire, tu as travaillé dans un crématorium pendant quelques années. Ensuite, tu as pris la route et tu es devenu pèlerin vagabond. Donc, on va aussi peut-être revenir sur ces deux termes qui peuvent être complémentaires, mais qui peuvent aussi paraître antagonistes dans une certaine mesure. Euh, Pendant ce pèlerinage, vagabondage, tu as occupé la fonction de sacristain. Voilà, pour revenir progressivement à un de tes premiers amours. Et donc actuellement, tu es en train de te former comme berger. Donc, tu m'as bien expliqué la différence entre chevrier et berger. Donc maintenant, c'est une formation de berger. Donc tu es toujours pèlerin, mais tu es berger en formation. Tu es tarologue aussi, puisque tu lis les cartes, hein. Et au-delà de ça, tu es, alors on pourrait dire filmmaker, mais j'aime pas trop ce terme parce que tu fais des images et tu fais des mots. Et tu fais des images et des mots à travers une approche à la fois, je dirais, hermétique, psychédélique, tarologique et biographique aussi, avec le tarot. Donc voilà, un petit peu les termes que je voulais apporter ce soir pour parler de toi. On reviendra peut-être sur ces différentes étapes ou sur ces différents termes. Donc, comment rentrer dans le sujet de ce soir, qui est le sujet du tarot et du pèlerinage? Je pense qu'on ne peut pas entrer dans ce sujet sans parler du mât, sans parler de cet arcane qui est quand même l'arcane par excellence du pèlerin, du vagabond, mais aussi du personnage aux mille visages ou sans visage à la fois, hein. Donc voilà, c'est par lui qu'on rentre dans le thème ce soir. Et la première question que j'aurais envie de te poser, ça sera la suivante. À quel moment de ton parcours, de ce parcours, le tarot intervient et à quel moment particulièrement il se produit une rencontre avec ce main? Alors, complètement aléatoire, tout simplement parce que j'étais en pèlerinage sur les routes et on m'a comparé au maître du tarot de Marseille, alors que j'y connaissais strictement rien du tout. J'avais dans ma bibliothèque à l'époque
enfin, j'étais déjà un peu sur la route, j'avais le bouquin Jodorowsky que j'ai toujours jamais lu. Et voilà. Et en fait, il y a eu des comparaisons, donc on y reviendra après, mais entre ce mat du tarot de Marseille et Saint-Roch. Et en fait, tout est une question, en fait, pour moi, de visuel par rapport à cette carte-là. Et de dire que plutôt, justement, vu qu'on parlait de définition, ne pas définir à la base. Mhm. Ne pas définir et ne pas trahir euh, en décidant au fur et à mesure de la route, en fait, de l'incarner au fur et à mesure. C'est, il y a un proverbe amérindien, voilà, qui a été repris, enfin, parce que bon, après, il y a toutes les dérives possibles et inimaginables au niveau de la spiritualité à l'heure actuelle, 2.0, 3.0. C'est pour ça que j'utilise les réseaux paranormaux dans ce sens-là aussi. En fait, qui dit qu'on ne peut pas, pour connaître quelqu'un ou quelque chose, il faut avoir fait au moins 100 kilomètres avec lui dans ses chaussures, quoi. Mhm. Et le fait de marcher, en fait, les cartes au fur et à mesure, ce que j'aborde voilà, dans les vidéos depuis ouais, 3 ans maintenant. Voilà, c'est généralement, en fait, je vais vers quelque chose dans lequel je ne suis pas attiré à la base. Donc, je n'aimais pas faire des vidéos, j'aimais pas faire tout ça, mais finalement, je m'y suis mis. À la base, comme dans un livre muet, justement, vu que le tarot est un livre muet, à qui on fait dire beaucoup de choses, à qui on fait parler, etc. Et en fait, c'était pour raconter des histoires à une gnosienne qui nous écoute ce soir. Voilà. Donc, cette première association, c'est pas toi qui l'as faite, c'est quelqu'un qui, de l'extérieur, te dit, tiens, tu me fais penser, ou ce que tu es en train de faire, ça me fait penser à Oma. Voilà. Et ça a Il y part- a, Et il y avait déjà un parallèle avec Saint-Roch à ce moment-là? Ou c'est venu après? en fait, le parallèle est venu dans toutes les églises où j'ai pu passer, parce que Saint-Roch, en fait, c'est un des personnages les plus visuellement visibles justement dans les églises, mais c'est un saint, en fait, auquel on connaît peu de choses. En fait, on ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas son parcours. Et en fait, non pas que, voilà, après, si on prend, alors je ne sais plus où elle est, je ne sais plus où je l'ai mis. Elle est là. Non, ça c'est le vieillard. Non, ça c'est la maison Dieu. Où est-ce que je l'ai mis? T'es entouré Alors, d'ermites, hein, il y a beaucoup d'ermites. ouais, je vois, ouais, mais parce que c'était le vieillard et c'est juste pour le côté bipolaire. Mais en gros, si vous regardez la carte du mât, que j'essaie de trouver, ou le mat, je ne sais plus où je l'ai mis, Attends. elle a disparu. Si vous regardez la carte du mât, en gros, vous avez un personnage avec un chapeau et en fait, il y a une... Ah bah tiens, en plus, il y a mon chien qui m'appelle en même temps, vu que mon chien est à côté. Donc, parce que je ne suis pas seul dans les vidéos, c'est Marmotte qui est à l'honneur, donc mon chien, qui représente en fait quelque chose symboliquement de mon passé, qui me suit et qui continue à me suivre et qui continue à m'accompagner dans les aventures. Le mât, il a 2 bâtons, j'avais 2 bâtons, etc., etc. Et cetera. Et donc, les associations sont allées très vite dans ma tête. Et donc, plutôt que d'ouvrir des livres, j'ai préféré marcher la carte. Hmm. Mais le pèlerinage, il avait commencé avant que tu rencontres cette carte. Alors c'est à Martigues, la première fois, justement. À Martigues, c'est la première fois où on m'a comparé au mât du tarot. Et à partir de là, ça a continué. Et en arrivant, en fait, ça a été mon premier pèlerinage à pied. J'ai marché pendant un mois. Donc, je m'occupais, je souffrais de la mort parce que j'étais responsable d'un crématorium dans le sud-est de la France. Et j'ai pris un mois pour souffler de tout ça, de l'existence, en étant en même temps en vivant dans un camion à l'époque, et pour souffler de tout ce que j'avais vécu avant.
et en fait, en allant sur les pas de Marie-Madeleine, donc à la grotte de la Sainte-Baume. Et à la Sainte-Baume, il y a eu un tilt en regardant les vitraux qui ont été faits par un compagnon du devoir qui m'ont dit, mais en fait, les gens qui ont créé le tarot de Marseille, en tout cas les dessinateurs, pas forcément les créateurs, mais en tout cas les dessinateurs, pour moi, avaient un lien, en fait, au niveau des vitraux qui étaient exposés, avaient un lien avec les cartes du tarot de Marseille, et c'est parti de là. Ok, donc c'est parti à la fois d'une analogie en fait entre Mm. toi et le personnage d'Humain, mais aussi d'un point de reliance entre la question du christianisme finalement, en tout cas Saint-Roch et ses vitraux à la Sainte-Baume et le jeu du tarot. Donc dès le départ, il y a eu cette sorte de triangulaire entre le chemin, enfin le christianisme, le tarot et puis plus particulièrement la question du pèlerinage et d'Humain. C'est ça, ça? On va dire à peu près, oui, oui, à peu près ça, en sachant que voilà, enfin, sans vouloir justement être un donneur de leçons par rapport à l'histoire, vu qu'on parle réellement de légende, l'histoire, il y a des historiens qui sont ultra compétents et qui sont capables de se mettre sur la tronche pour des détails. Moi, je suis un créateur de légende. Il n'y a pas une question d'historicité par rapport à ça. Et par rapport à bon nombre d'autres personnes que je respecte par rapport à tout, en fait, je n'ai aucune école et je n'ai rien à vendre. En fait, je ne suis pas là pour dire j'ai la vérité, etc. Bien sûr, non Je mais chemine. Voilà. Et il y a énormément de gens que j'ai rencontrés sur mon parcours au niveau des cartes, dont tu fais partie, dont voilà, d'autres personnes font partie, qui m'enseignent énormément de choses sur des trucs que j'ignore. Mais à la base, le tarot, euh, est issu d'un terreau chrétien. Mhm. Chrétien, bon, après on peut taper des délires sur l'Égypte, etc. Mais en fait, on est une nouvelle génération. Alors, je repréciserai, je ne suis pas tarologue, je suis plus taropolitain, donc je fréquente un peu tous ces trucs-là. J'ai Mais je hésité préfère. à dire ce mot, je savais qu'il te plairait pas. Non, non, parce qu'après, voilà, tarologue, euh, je ne m'en sens pas digne de ce titre-là. Tout simplement parce que bah, il y a des gens bah, que tu as interviewés, etc., dans plein de langues différentes et en français, etc., qui sont très compétents. Mais pour moi, la source et l'essence même du tarot, c'est que c'est nous qui le nourrissons de l'extérieur par rapport à notre vécu. Et vu que j'adore les livres, j'adore lire, etc., mais pour moi, bah, justement, ça passe par la connaissance, et la connaissance, c'est la gnose, entre guillemets. Et en fait, on peut tourner ça dans tous les sens, etc. Si quelqu'un se sent réellement thérapeute dans l'âme, etc., eh ben, qui puisse aider justement avec un outil qui s'appelle le tarot et qui permet, dans une certaine mesure, de répondre à des questions, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, il va beaucoup plus loin. Parce que autant je peux faire des lectures à des gens et ça me paye des cafés sur la route. Et puis, je me forme, entre guillemets, en même temps pour être plus efficient en fait dans les trucs. Mais je m'aperçois en fait finalement que il est plus fort que nous. Il est plus fort que nous. Il est plus. Il y a quelque chose qui nous dépasse et en fait, il faut accepter ce mystère-là. Que ça soit au niveau de son historicité, on pourra toujours se foutre sur la tronche, etc. Ça fait partie de notre patrimoine. L'avantage par rapport à un autre, parce que j'ai fréquenté d'autres traditions, d'autres, voilà, j'ai un parcours assez riche par rapport à ça. Mais pour l'instant, en ce moment, j'ai pas l'impression d'être un pillard d'une autre culture, en fait, parce que c'est Mhm. la nôtre qu'on utilise. Et bien sûr que le tarot évolue au fur et à mesure des siècles. Certaines personnes veulent rester bloquées en disant il faut vraiment être incarné au Moyen Âge pour comprendre la signification des cartes. Donc oui, certes, mais en fait, même au niveau historique, on n'est pas dans la tête des créateurs du tarot. Sûr. Il y a tout leur imaginaire aussi, et l'imaginal. Enfin, Il c'est un imagine. truc, voilà, il y a énormément de subtilité et c'est passionnant, quoi. Et c'est Juste un de des seuls marquer. jeux qui n'a pas de mode d'emploi. On a le jeu, mais on n'a pas le mode d'emploi. À Alors, partir du moment où on alors, n'a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de mode d'emploi, mais nous avons une règle du jeu. Alors,
ça, c'est la règle du jeu du tarot de Vieilleville. Je crois que c'est deux polices et donc c'est une des plus anciennes règles de tarot. Et je suis en train de l'étudier à fond parce que justement, il y a toute une trame par rapport aux vidéos que je peux monter qui correspond à ça. En fait, enfin, après, je sais qu'on déborde forcément, ça va partir en live parce que c'est le mat. Non, je cadre. Donc, Vas-y. tu cadreras bien. Mais en gros, si on veut bien expliquer les choses, c'est qu'à un moment donné, on est passé des triomphes au tarot, Mhm. étymologiquement parlant. Et merci, Dieu merci, c'est Rabelais le premier en France qui a parlé du tarot, T-A-R-A-U-X, dans toutes ces tribulations, dans les jeux dans lesquels Gargantua a joué aux cartes. Mais le tarot, c'est quelque chose qui est du domaine de l'art gothique. De l'art gothique, pas art gothique, machin, langue des oiseaux, etc. Ou argonaute, ça c'est un autre domaine. L'autre domaine, argonaute, on pourra en revenir à cette carte-là, qui est dans le jeu de Jacques Vieilleville, qui correspond à la maison Dieu, mais qui ici est la foudre. Mais ça, c'est un autre truc. Ça, c'est le mutus liber. Pour le côté art gothique, le tarot, c'est un terme vulgaire, entre guillemets. Et pour moi, après, c'est vraiment personnel, c'est une intuition que j'ai, c'est qu'en fait, à l'époque où le tarot a été créé, l'imprimerie a été créée aussi. L'imprimerie avec tout le côté historique, enfin, pas historique, la Bible, ben, c'est un des premiers, c'est un des best-sellers, entre guillemets, de toutes les générations, qui est sûrement le plus acheté, mais le moins lu, par exemple aussi. Mais le tarot est arrivé là comme un cheveu sur la soupe pour des gens qui étaient à l'époque peut-être analphabètes, mais pas non plus, justement, pas cultivés du tout. Et en fait, il y a pour moi tout ce côté visuel où les gens, si vous rentrez dans les églises, justement à l'époque, c'était la période où ils faisaient des chapiteaux magnifiques, des portes d'entrée magnifiques, où on est dans l'art visuel. Et peu à peu, dans nos civilisations actuelles, là, on bascule depuis, bon, je suis de la génération des années 80, mais en gros, on bascule petit à petit de nouveau à une civilisation de l'image. Donc les gens, en fait, bah, certains peuvent être traumatisés par rapport à ça, mais tant mieux, en fait, justement. Et le fait qu'on est toujours bombardé d'images, ben, j'en profite pour bombarder avec les miennes. Hmm. Donc, c'est des armes de construction massive et de création massive. Et c'est pas pour influencer les gens par rapport à une direction à avoir, mais en tout cas, par le visuel, essayer d'attaquer un peu la rétine pour penser par soi-même aussi. Oui, là, tu abordes une question qui est vraiment la suivante, c'est-à-dire qu'il y a, lorsqu'on est dans le symbolique, il est difficilement abordable à travers les mots, et que finalement, pour entrer dans le symbolique, on passe par l'image, euh, Mm. comme dans les images de rêve, par exemple, etc. Mm. Et effectivement, le tarot, il a cette dimension-là, c'est-à-dire qu'on passe par l'image pour trouver du sens, pour lire le symbole. Et le travail artistique. Alors, on en parlera peut-être plus après de ce travail de vidéo que tu fais, mais c'est aussi un travail qui nous met en lien avec. C'est pas un travail qui relève du rationnel. Alors, il y a toute une pensée derrière. Hein, c'est pas du tout. On va en parler après. Tes vidéos, elles sont pas du tout construites n'importe comment. C'est très recherché en réalité. Mais dans ce qui en ressort, on a quelque chose qui vient de toucher, il me semble. Justement quelque chose qui va au-delà du rationnel. Comme tu dis, ça vient choquer la rétine, ça vient incommoder, ça vient soulever des questionnements, parfois on comprend pas trop, parfois il y a un truc qui vient qui nous émeut, enfin tu vois. Et je pense Mm. que là, c'est ta manière sans doute de t'approprier ce langage symbolique et d'en faire quelque chose d'autre aussi, peut-être. Ben, c'est la subtilité, justement, avec, je suis un amoureux des mots. Et en fait, le symbole, c'est ce que j'expliquais dans une vidéo. Après, je fais de la pub pour ma vidéo YouTube et tout, machin. Mais non, mais dans le sens que le symbole, à la base, initialement parlant, c'était un morceau, un objet, etc., qui était coupé en deux et qu'on rassemblait justement deux parties séparées, se rassembler et créer le symbole. La problématique avec le tarot, et ça a été la grande dérive justement de tous ceux qui sont intéressés au tarot, Papus, etc., compagnie, Eliphas Lévy. Pour moi, en fait, ils ont pris un biais qui est pas mauvais en soi, mais qui nous a complètement biaisé. L'analogie,
c'est pas du symbolisme. L'analogie va sonder plus loin et on peut prendre une définition plus du côté Deleuze où en fait l'analogie, c'est un truc qui va vous montrer quelque chose, mais en fait ça veut dire complètement autre chose par rapport à l'idée que le créateur pas du symbole, ah même moi je perds mes mots, mais le créateur en tout cas de cette image-là, je donne un exemple vraiment stupide. Allez, je repars sur ma carte parce que bon, c'est quand même ma vie et c'est cette carte que je suis en train d'incarner en ce moment. Donc, on regarde cette carte, par exemple, on se dit, bon, c'est un berger, etc. Voilà, on l'appelle la foudre. On va pas de foudre, on va pas de trucs, etc. Et en fait, quand on a un arbre au milieu, on a des brebis, on a tout ce qu'on veut. Et cet arbre-là, eh ben, c'est un chêne Kermès. Et Kermès, par exemple, eh ben, ça nous renvoie à Hermès. Et on parle littéralement, pas littéralement, visuellement, du mutus liber. C'est une des phases en fait alchimiques, bon, qui correspond au tarot de Viéville. Donc c'est un tarot parisien, un des plus anciens entre guillemets, et qui nous parle de complètement autre chose. Après voilà, ça c'est ce que je pense. C'est pas la réalité, la vérité, etc. Mais à la fois, si on allie euh, eh ben, le pouvoir de création entre guillemets de tous les maîtres quartiers de l'époque qui ont fait ces trucs-là, mais et qui ont respecté un fil traditionnel, il y a quelque chose qui m'émoustille à chaque fois et j'essaie toujours de gratter un peu plus. Et ce qui est passionnant, c'est qu'il y a des gens qui malheureusement restent très anonymes et très peu écoutés, qui ont écrit à ce sujet-là. Et d'une manière, ouais, je tiens à leur rendre hommage en faisant des images. Voilà. Mm. Je parle dans tous les sens, je suis désolé, mais Non, mais écoute, c'est un espace d'expression aussi, c'est important que... voilà. Par Bah, exemple, bah alors continuons sur ce sujet-là, si tu veux. Après, on reviendra plutôt à la question du pèlerinage qui moi aussi m'intéresse particulièrement. Mais revenons à sur ce point alors parce que donc ce que j'ai pas dit peut-être dans la présentation qui est important, c'est qu'effectivement donc tu as ce compte, tu as un compte Instagram hein, qui s'appelle Crédio qui absorbe Doom, j'arrive jamais à le prononcer, 777, et tu as maintenant une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Vieillard en liberté. Et ça vient justement parce que tu as étudié le tarot de Viéville, au-delà du tarot de Marseille, qui est un tarot qui est quand même très peu connu, que très peu de gens, sur lesquels très peu de gens se penchent. Donc toi, tu as eu un coup de cœur hein, pour ce tarot et il fait aussi partie de ton étude et c'est lui aussi qui alimente ta création, etc. Donc ta chaîne s'appelle Le Vieillard et précisons quand même qu'il y a plusieurs cartes dans ce tarot qui sont pas l'iconographie est différente que dans le tarot de Marseille. On a aussi des nombres qui sont pas, par exemple, eh bien, au cœur de ce tarot, on va avoir le vieillard, on va avoir l'ermite, et on n'aura pas la force comme notre tarot. Donc, c'est un tarot, il y a plusieurs inversions par rapport au tarot de Marseille. Et donc, tu as nommé ta chaîne YouTube Vieillard en liberté. Alors, toujours avec des jeux de mots, hein, parce que voilà, tu fais beaucoup de jeux de mots dans tes vidéos et dans la vie en général. Et donc voilà, et donc tu crées des vidéos autour du tarot à partir à la fois d'une connaissance, on va dire, intellectuelle que tu as de l'hermétisme, mais aussi de ton chemin de vie, de tes expériences de vie, de ce qui vient de l'inspiration, etc. Et tu as plusieurs séries de vidéos. Peut-être tu peux nous parler un peu de ça, enfin, de cette chaîne, de l'origine de cette chaîne, tu l'appelles Vieillard en liberté, mais Clochard céleste aussi. Donc il y a des groupes. Voilà. Ben, peut-être que tu peux nous organiser notre esprit à ce niveau-là et puis nous expliquer un petit peu ce que tu proposes en termes de vidéos. Quelle est la pensée derrière les vidéos? Alors, en gros, bah, c'est un peu grâce et à cause de toi que j'ai posé une voix sur les vidéos, parce que techniquement parlant, j'étais sur ma chaîne Instagram Credo qui Absurdum. Oh, donc, j'y crois parce que c'est absurde. Donc, c'est un petit clin d'œil à la fois à une phrase qui est attribuée à Tertullien, et à la fois, c'est un petit clin d'œil à Camelot, quand Perceval pêche justement sans hameçon et sans ver de terre au bout, mais pour méditer auprès de la Dame du Lac. C'est mon côté geek qui ressort aussi, parce que j'ai un côté geek aussi.
Et les vidéos, le plus beau compliment qu'on ait pu me faire, c'est on m'a dit, on dirait que enfin, tu pourrais faire des reportages sur Trax sur Arte. Hmm. Donc le truc Trax, un peu underground, etc. Et le but, c'est d'être underground, même au niveau des pèlerinages. Et initialement, Vieillard en liberté, c'est simplement parce que par rapport au tarot traditionnel, justement, qui vont vous représenter, comme on peut avoir l'ermite là, justement, avec une image centrale, un nombre et un nom, et ben en fait, sur le tarot de Vigile, on va uniquement avoir cet ermite qui est dans le sens juste pour emmerder le monde, et qui va avoir juste un nombre. Et puis, en fait, par rapport aux autres cartes, ils sont pas définis, en fait, par des noms. C'est nous qui leur avons donné des noms. Et le vieillard, pour moi, l'ermite est central dans ce tarot-là parce qu'il n'est pas comme les tarots justement de Marseille, justement en 9 mais en 11. Il y a une histoire de jeu de miroir. Fleurnoy l'a montré justement. En fait, il savait pas trop parce les historiens se foutent un peu sur la tronche pour savoir si c'était fait exprès ou pas. En l'occurrence, c'est fait exprès parce qu'il y a des cartes qui sont gravées à l'endroit et d'autres qui sont gravées à l'envers. Mais entre guillemets, il y a quelque chose qui est passionnant, mais bon, après voilà, et c'est un lien avec la Bible, c'est qu'en fait, on maudit jamais, enfin, je vais peut-être partir trop loin dans les détails, mais en gros, on, quand ça va plaire à Anne-Julie, la papesse, mais, mais en gros, on peut bénir 77 fois les choses comme, il y a vraiment quelque, enfin, je partirais trop loin là, il y a des cartes qui sont inversées, mais la justice, par exemple, tombe en 7 parce qu'il faut que la justice soit carrée et que ça soit en 7. Elle ne va pas être en 8 ou autre, etc. Et ce vieillard est au centre du tarot parce que c'est lui qui est, entre guillemets, le levier qui actionne tout le processus. Alors, c'est pas pour être à fond dans les codes secrets, etc., mais il y a vraiment quelque chose qui est important. Par exemple, pour moi, il représente Jean, le Baptiste, et en fait, sa mère s'appelait Élisabeth. Élisabeth, elle a crié Élie, je crois, 7 fois. 7 fois 11, 77, et quand on bénit ou on maudit quelqu'un, on le bénit ou on le maudit 77 fois. Je ne veux pas dire de bêtises, parce que là, c'est de mémoire que je cite ça. Il faudra remettre un truc, mais enfin, je vous laisse faire les méditations par rapport à ça. Mais l'ermite est vraiment central. Et en fait, ce tarot-là, il n'est pas tout à fait chrétien. On va dire qu'il est plus, à un moment donné, dans une mouvance qui s'appelle la Rose-Croix, à ne pas confondre avec les Rosicruciens, qui est un mouvement justement où, avant le protestantisme, on a voulu euh, que le christianisme soit vraiment un idéal. Parce qu'il est plus facile d'être catholique, protestant pour moi, ou orthodoxe, que d'être chrétien à la base, avec le véritable message du Christ, par exemple. Et en fait, ce tarot est rose-croix. Et dans la légende des Rose-Croix, on a retrouvé dans la tombe de leur fondateur, donc c'est toujours des mythes, on est toujours dans la mythographie, justement, où on a retrouvé un livre qui s'appelle Le Liberté et qui pourrait être le tarot, tout simplement, dans Hmm. la table du fondateur. D'où la chaîne Vieillard en liberté, avec ce jeu de mots, justement, de dire qu'à un moment donné, plutôt que de définir, partons voyager et vagabonder avec ce tarot-là. Et c'est ce que je fais visuellement dans les vidéos et dans la vraie vie, avec justement ma besace d'Uma, à tirer les cartes et à les sortir là où on s'y attend le moins, dans les églises, etc. Alors que ça peut être très mal vu, par exemple. Voilà. Donc, Voilà. la chaîne s'appelle Le Vieillard en liberté. Ça, Dans c'est la cette globalité. optique-là, ça c'est voilà, c'est vraiment ce qui va le cadre, on va dire, enfin le cadre, la chaîne en elle-même. Et à l'intérieur, dans le projet vidéo, il y a plusieurs, alors parce que tu as beaucoup de termes que je me suis amusée à reprendre pour présenter ton interview de ce soir, mais notamment tu parles souvent du pas comme les autres. Tu utilises, alors tu as aussi un Le terme, c'est le catholicisme. tarot dans la peau. Donc tu as plusieurs termes comme ça. Et quand on va voir sur ta chaîne YouTube, justement, les séries de vidéos, elles n'ont pas toutes la même dénomination. Donc il y a des épisodes, en fait, qui appartiennent à des séries. Donc, tout ça, ça forme un ensemble, mais c'est comme un peu des organes différents, j'ai envie de dire, ou des membres d'un même corps. Comment tu différencies ces différents groupes de vidéos, toi? Comment tu les En as fait, pensés?
il y a la distinction, en fait, de dire que le tarot dans la peau, on va dire, c'est très autobiographique et lié au tarot. Ça va être, bah là, j'essaye tant bien que mal de monter ma première vidéo, ma première interview, parce que j'explique la trame depuis le départ, d'où je viens et où j'en suis. Mais j'ai 3 ans de retard, parce que les interviews tardent, etc. Et bah, le problème, c'est que souvent, c'est des processus créatifs. Donc, il y a des choses qui vont aller plus vite dans un sens. Et voilà, pour l'instant, j'essaie de monter ça. Et en même temps, il y a tellement d'images qui passent dans ma tête que je préfère après diffuser sur les pas comme il faut. Les pas comme il faut, ça va plus être quelque chose d'un peu détaché enfin, c'est toujours attaché au tarot, mais c'est un peu détaché parce que c'est plus par rapport à ce que je vis à l'instant et que j'ai ce besoin, entre guillemets, de le partager. Et après, il y a la troisième, je ne sais plus, je crois que c'est Vieillard en liberté. J'avais commencé, mais pour expliquer plus le cheminement Rose-Croix. Et D'accord. là, Donc, il y a, j'ai pardon. laissé tomber pour l'instant. J'ai D'accord. Donc, laissé tomber pour l'instant. il y a trois groupes en parallèle. Le Ah plus oui, costaud comme ça, enfin, je dis costaud, mais ça va être ce projet du tarot dans la peau, qui est à la fois un projet autobiographique, enfin, qui sont des vidéos autobiographiques, mais qui nous parlent d'un pèlerinage et tu pars à la rencontre de différentes personnes dans ce projet, ouais, à pied. Et à c'est des gens que pied. j'ai déjà rencontrés. En l'occurrence, là, bah, il y a quelqu'un qui m'a mis sur le tarot. Je n'ai pas spoilé justement parce que je suis en train de le monter. Mais quelqu'un qui m'a mis sur les pas du tarot, justement, à la base, parce que moi, je partais, on peut revenir après, bifurquer sur le pèlerinage grâce à ça, justement. Je partais sur les routes. Moi, j'avais besoin de souffler pendant 1 an de la mort. Et je voulais préparer un spectacle de rue qui s'appelait Ça Rock'n'Roll. Et Pierre qui roule à Maslumus. Et je cherchais un tarot sans le chercher. Et par hasard, je suis tombé sur cet homme-là qui a bouleversé un peu le cours de mon existence et qui a été le premier à me former, entre guillemets, à une approche du tarot, où j'ai écouté qu'un live qu'il avait fait, ouais, et en fait, il disait, le tarot, c'est pas la peine d'avoir une définition, il faut jouer avec. Hmm, Donc, plutôt que de jouer avec et à lire des bouquins, eh ben, j'ai joué avec en marchant avec lui. ok. Et en fait, c'est toujours une trame d'enquête, entre guillemets, parce que bah, je vais vous dire un truc vraiment bête, mais euh, le tarot, il est arrivé, bon, on peut dire potentiellement à un moment donné que le tarot originel vient d'Italie, et à un moment donné, il est passé par Lyon. Et apparemment, c'est le point central. Et à Lyon, en fait, il y avait des guildes de sociétés secrètes des imprimeurs, justement, qui imprimaient les tarots, d'où est issu le 4 de chiffres, par exemple, qu'on voit sur la carte de l'empereur, qui est une marque à la fois de certaines fraternités secrètes à qui on fait dire tout et n'importe quoi aussi, mais aussi une marque qui est utilisée par les compagnons tailleurs de pierre. Et donc, en fait, à partir de là, j'essaye de creuser un peu, mais ça demande énormément de temps. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi et c'est des gens que j'ai envie de rencontrer. En l'occurrence, tous les gens que j'interviewe, dont tu fais partie dans pas si longtemps, par exemple, mais c'est des gens que je rencontre en vrai. C'est Donc, tu fais un pas. travail d'enquête en fait. Il y a à la fois ton chemin autobiographique et après tu pars à la rencontre de différentes personnes dans le cadre d'un travail à la fois d'expérience mais aussi d'enquête, de recherche autour du tarot. Donc, il y a un travail de connaissance aussi qui est. C'est que tu t'es engagé dans un travail de recherche aussi. Là, quand tu parles de des informations que tu découvres auprès de différentes personnes, auprès d'ouvrages, etc., c'est pas exclusivement un travail de corps, mais c'est aussi un travail d'esprit dans ce sens-là. Bah, c'est qu'en fait, il y a des mastodontes dans le tarot qui sont performants et tout ce qu'on veut, etc. Et il y a beaucoup, en fait, de silencieux. Et en fait, qui n'ont pas forcément la parole. Et voilà, et on peut les rejeter, etc. Après, chacun fait son opinion. C'est un livre muet. On a l'occasion de lui faire dire tout et n'importe quoi. Mhm. Donc, il y a des gens qui vont vouloir. Il y a des dangers, entre guillemets, justement pour moi. On est nouvelle génération, entre guillemets, à aborder le tarot, donc tout le côté divinatoire. Ça peut plaire à des gens, tant mieux si ça leur convient, etc.
Le côté psychomagique est super intéressant. Je trouve qu'il y a un biais à avoir, mais il ne faut pas distribuer ça comme des ordonnances parce que chaque personne, chaque consultant est unique. Enfin voilà, il y a vraiment des trucs. Et il y a cette démarche, entre guillemets, de dire, ah, ben, c'est bien gentil en fait, mais moi, intérieurement, qu'est-ce que j'en fais, ce truc-là? Est-ce que je vais simplement en fait ouvrir un livre et définir à chaque fois et m'ennuyer ou continuer à co-créer avec lui? Mhm. C'est enfin, il y a cette notion-là et en fait, si vous n'avez pas vécu les cartes, comment vous pouvez en parler? Mhm. C'est ma question personnelle, mais c'est une question que je pose au tarologue aussi. C'est comment, en fait, je sais par exemple que j'en suis arrivé à la 16. La 16 avec un super jeu de mots au milieu. Mais voilà, j'en suis à la 16. Mais c'est pas parce Et que tu en fait, as la 16 que tu n'as pas potentiellement déjà vécu la 17, la 18, la 19. Enfin, oui, parce que tu as ce travail, comment dire, tu as le cheminement spirituel qui est un et qui est évolutif, mais tu as aussi cette logique de la vie évolutive et spiralaire qui fait qu'on refait le chemin plusieurs fois à des degrés différents. Donc peut-être que tu vois aussi, alors bien sûr, il y a des choses qu'on ne vivra jamais, chacun d'entre nous, je pense, hein. Euh, Parmi tous les gens qu'il y a, il y en a qui vivront jamais certaines choses et peut-être qu'on vivra pas tous l'ensemble du tarot, mais il y a quand même des cycles auxquels on peut pas, des cycles, des phases de ce chemin auxquelles on n'échappe pas, malgré tout, malgré les tentatives, je pense, ça c'est la vie, tu vois. Donc on vit tous, il me semble. on le vit tous, mais potentiellement, si par exemple, on va prendre un exemple vraiment, si en fait tu n'as pas acquis les bases d'un cadre, entre guillemets, on va dire voilà, pour vraiment parler basique avec l'empereur, tu te retrouves perché au pendu à l'envers. En fait, c'est comme si tu tapais un trip sur ayahuasca, tu reviens en France et tu veux devenir chaman, tu vois. Et en fait, tu n'as pas eu ce cheminement-là. Pour moi, le tarot, c'est un pèlerinage de l'âme. Et ça restera ça. Et chacun aura son parcours particulier, singulier avec lui. Mm, Voilà. Et voilà, l'amoureux va pas forcément dire la même chose pour toi que pour moi, que pour madame ou monsieur qui nous écoute, quoi. Enfin, c'est et l'important justement dans des lectures qui sont simplement, et c'est déjà très beau, un niveau sur les quatre pour moi niveaux qu'il peut avoir bien sûr. dans la lecture du tarot. Degrés, bien sûr, il y a des degrés. Voilà. Et de l'interaction déjà que elle, la personne la consultée, pas la consultante, va ressentir en voyant cette carte-là. C'est Mhm. dans l'interaction, dans le dialogue qu'on peut réussir à travailler, à collaborer ensemble pour que cette personne-là puisse avancer sur son propre cheminement. Oui, et puis Mais là, en il y a, fait, il on est... me semble qu'il y a la question de, tu as les niveaux, donc là, on est sur cette verticalité. Mais tu as aussi la question des quatre plans, tu vois, dans le tarot, donc des quatre niveaux de lecture, de profondeur, mais tu as aussi les différents plans par lesquels on peut l'aborder. Bien sûr que l'idéal étant de travailler, on en a parlé la semaine dernière, un de ces quatre plans qui, qui- qui forment la totalité de la vie et de l'être, mais on peut les aborder en rentrant dans l'un ou dans l'autre aussi. Donc, tu as plusieurs manières de naviguer avec l'outil, en fait, je pense, tu vois. Bah, disons que tu as les quatre et après, tu as les trois. Parce qu'après, on est sur des bases, on va dire, quaternaires, parce qu'on est sur ce côté, bah, justement, on est dans un carré long, hein. Ça s'appelle un carré long, justement, dans la maçonnerie traditionnelle, etc. Ça, c'est un carré long. Mais en fait, dans les deux carrés, etc., on peut inclure le cercle. Et le cercle donne une autre dimension, ouvre à autre chose. Et dans ce ternaire-là, on a soufre, mercure et sel. Et donc, on arrive sur quelque chose d'autre. Et il y a... Et c'est pas pour dire que les gens qui ont étudié ces choses-là sont beaucoup plus avancés que les autres, parce qu'on a tous une vie. Enfin, il n'y a, pas de notion d'initié ou des choses comme ça. Non, C'est mais toi, tu as quand même un cheminement et une culture hermétique quand même, enfin, avec une réflexion, des connaissances, par exemple en alchimie, des choses comme ça fait des années que tu étudies. Donc c'est certain que comme tu as ces connaissances-là, tu peux aussi, dans ta manière de voir et aussi de parler du tarot, embrasser un certain nombre d'informations et transmettre un certain nombre, et comprendre aussi peut-être un certain nombre de choses
que des gens qui ne seront pas initiés, entre guillemets, ne comprendront pas de la même manière, tu vois. Mm. Ça Mais reste... après, la meilleure initiation, pour moi, c'est qu'en fait, on est dans une société qui est complètement hors sol. Donc, en fait, comment aborder ben justement des cartes, on va dire, de la 1, donc du battleur, entre guillemets, jusqu'à la 12, où la 13, ça commence à bifurquer un peu. Mais comment aborder tous ces personnages fantastiques si à la base, on n'a pas cet ancrage dans la matière, et après qu'on n'apprend pas à lever les yeux vers le ciel? Ce soir, il y a une lune qui est magnifique. Le fait d'être complètement déconnecté du vivant, euh, voilà, pour moi, l'alchimie, voilà, la base de l'alchimie, voilà, c'est pas transformer du plomb en or, c'est pas se transformer intérieurement et tout. Ça, c'est quelque chose, c'est un autre cheminement. Mais juste être en phase avec les cycles de la nature, c'est déjà une base fondamentale si on veut aller plus loin. En fait, la problématique justement pour moi, de cette dérive, c'est qu'on n'est pas dans une quête de spiritualité, on est dans une quête d'ego spirituel, on est dans une quête de, voilà, la base, c'est un bon coup de table basse dans sa malléole et toutes nos belles philosophies, elles s'envolent en éclats. Le but, c'est d'être dans le concret, dans la matière aussi, et pas de complètement perché. On n'est pas des maîtres ascensionnés, on n'est pas tout ça. Et même nous, par rapport au tarot, même les gars, je pense, et je vais peut-être pas me tromper en disant ça, même les tarologues les plus pragmatiques et cartésiens, ils aiment bien lire la carte quand même avec le côté mystique, le côté parce qu'on a besoin en fait de ce sacré, on a besoin de cet imaginaire, on a besoin de la superstition, etc. Et ce qui nous fait vibrer. Mais ça, ce jeu de cartes est un outil qui a été créé par des humains, qui nous permettent de cheminer nous en tant qu'humains, mais qui nous dit à un moment donné, eh oh, regarde là-haut, là. Regarde le ciel, regarde comment ça se passe, pour voir comment ça se connecte. Et donc, le cheminement en pèlerinage est basé sur ça. Et le christianisme que j'aborde, pour revenir au pèlerinage, justement, est basé sur ça aussi. Alors, ce que C'est je d'être me demandais, dans la nature. pardon, C'est vas-y. de, vi- c'est de vivre dans la nature et d'être dans la nature en permanence. Parce que du coup, qu'est-ce que le pèlerinage t'a enseigné sur le tarot? Ça serait ça, ce que tu dis là. C'est-à-dire cette Le, importance de l'expérience et de, enfin, peut-être. étymo- étymologiquement parlant, pèlerin, ça veut dire étranger. Étranger. Et en fait, ce que j'ai expliqué euh, il y a pas si longtemps, il y a un peu plus longtemps maintenant, mais qu'en fait, moi, je veux traverser la vie comme on traverse les cartes, tout simplement. Et en fait, le fait d'être anonyme, le fait de ne pas montrer mon visage, c'est simplement, en fait, j'ai pas spécialement envie d'avoir une exposition en fait publique. Tout à l'heure, quand on sera entre nous, j'enlèverai le truc, parce que le but, c'est la rencontre directe avec des gens. Les réseaux paranormaux ne sont qu'un outil voilà, pour arriver là. Après, les pèlerins en vrai, en pèlerinage en vrai, ben, j'ai pas de. Voilà. Après, ben, je suis en pagne, je suis avec ma chemise et les gens me rencontrent comme je suis. Hmm. Mais en l'occurrence, le tarot m'a envoyé tellement de signes, entre guillemets. Enfin, je dis des signes, le tarot, l'outil tarot m'a envoyé tellement de signes, de visuels, où en fait, je suis pas, si je suis aveugle, si je vois pas toutes les correspondances. Hmm. Si j'explique qu'à un moment donné où je me suis fait baptiser, il me manquait la carte de la mort justement dans mon jeu et que finalement je venais de la tatouer sur mon bras. Que en ce moment, le vieillard en liberté de mon jeu, celui-là, c'est une autre reproduction du jeu. Mon vieillard a vraiment disparu de mon jeu. Dans la vidéo, il a vraiment disparu. Donc, c'est pas des signes complètement surnaturels, mais c'est des petits signes qui potentiellement m'accompagnent, entre guillemets, sur tous mes visuels. Et en fait, pèleriner, c'est la base du pèlerinage de l'âme des cartes qu'on traverse. C'est-à-dire que j'ai rencontré pas le pape, mais j'ai rencontré des évêques, j'ai rencontré pas des empereurs, mais des maires, des choses comme ça, les flics, voilà tout ça. Après, voilà, ça peut être un chemin de punk à chien aussi, quoi. Saint-Roch, c'est comme Rémi sans famille, c'est un peu le saint des punks à chiens. Saint-Roch, à la base, Vas-y, vas-y. Saint- Saint-Roch, à la base, bah, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, c'est un mix entre l'histoire d'Élie dans la Bible, de l'Ancien Testament, et de Saint François d'Assise.
En gros, il a à peu près ce truc-là. Il est né à Montpellier, donc ce pèlerinage, je l'ai fait plusieurs fois, d'aller à Montpellier justement, justement avec les reliques de Saint-Roch. Il est parti en fait vers Rome, il n'est pas parti en Italie. Et si on regarde le sens des cartes du tarot, par exemple, il n'est jamais parti à Saint-Jacques-de-Compostelle. On veut le faire partir à Compostelle, mais ça, c'est juste un jeu de langage. Compostelle, c'est le chant des étoiles. C'est pour atteindre son étoile intérieure et internelle qui, dans le sens du jeu, si vous regardez, voilà, c'est juste en étant pragmatique, en fait, il ne va pas à Compostelle, il ne va pas dans l'autre sens. Il va vers Rome. Enfin, il y a plein de trucs où, voilà. Donc, en fait, mes chemins sont complètement déconstruits. Donc, j'ai fait l'équivalent maintenant en kilomètres à pied sur plein de mois, etc., que j'ai fait. J'ai fait l'équivalent d'aller à Saint-Jacques, mais Saint-Jacques ne m'intéresse pas. Hmm. Je vais là où je suis allé à Lourdes. Il y a une petite étape justement en voiture parce qu'il faisait trop froid, c'était l'hiver dernier. Je suis allé ouais, à beaucoup d'endroits. Généralement, en fait, quand trois personnes me disent il faut que tu ailles à cet endroit-là, c'est là où j'y vais. C'est Et ça, en c'est des fait, gens que tu rencontres sur ta route qui guident. Parce qu'il y a une. Tu vois, je réfléchissais en préparant l'interview et je me disais, mais en fait, dans la notion de pèlerinage, on a quand même une notion d'itinéraire avec des points qui sont quand même au préalable un peu souvent. En tout cas, c'est des routes qui sont prises par des gens depuis des siècles et des siècles, et donc on a des points comme ça, des points d'arrêt. Tandis que dans le vagabondage, on a aussi davantage cette idée de d'errance en disant je sais pas où je m'arrête justement, je sais pas où je vais. Donc sans les mettre en antagonisme, parce que l'idée c'est pas de créer un antagonisme, mais il y a quand même cette double dimension de dire en fait là le pèlerinage c'est il y a des points, il y a des étapes à traverser, mais c'est pas forcément celles qui ont été définies. En tout cas, dans le pèlerinage dont toi tu témoignes, bah, tu l'organises, comment dire, ah oui. tu vois, En il fait, suit c'est pas un ordre pensé en avance. non, en fait, c'est le pèlerinage de Compostelle, je l'ai fait dans l'autre sens. Juste pour montrer comme quoi c'était aberrant, c'est qu'en fait, il n'y a qu'un sens de circulation. C'est pour aller à Saint-Jacques, et quand on va dans l'autre sens, limite, on se fait insulter par les pèlerins. Pour de vrai. Donc, et à la fois, j'étais côté provoque aussi, où j'aime bien provoquer, donc je suis dans l'autre sens. Donc, c'est le côté maths qui ressort à ce moment-là. Et c'est pas par rapport à leurs croyances et tout. Mais après, en fait, ce pèlerinage-là est devenu tellement mainstream que je préfère être dans l'autre sens. Et généralement, quand on dit qu'on est en pèlerinage, ah, mais vous allez à Saint-Jacques? Et oui, je dis, ben, quand je pars vers l'Est, par exemple, je dis, oui, mais je passe par la Chine, parce que, voilà, pour faire le tour de la Terre. Mais il y a eu des pèlerinages, que ce soit chrétiens ou autres, dans tous les pays du monde. Il y a des moments, des sites de pèlerinage qui sont reliés à des édifices qui sont très anciens, qui sont reliés à des cultures d'avant même le christianisme et qui sont super importants à prendre. Là, par exemple, le chemin de Saint-Roch se situe sur la Routo, donc c'est la draille, entre guillemets, que les transhumances de troupeaux faisaient pour aller dans le Piémont italien. Un exemple, voilà. Mais après, c'est des choses qui, au fur et à mesure, nous relient, ne serait-ce que pour Saint-Roch, qui est lié, c'est le sein de la peste, des trous dans la peau, des troupeaux et des trous dans la peau. On croise vers Sénanque le mur de la peste, etc. Donc, il y aurait plein d'histoires à raconter. Il y aurait plein de choses, etc. Et c'est en fait, on a la chance d'avoir un patrimoine de fou, même en France. Donc, plutôt que d'aller péter à Saint-Jacques, entre guillemets, là où même le pape de l'époque, même ouais, après le pape, enfin voilà, c'est pas lui, c'est pas mon mentor spirituel, entre guillemets, mais même lui, il a des doutes de savoir si Saint-Jacques est déjà allé à Compostelle. Après, c'est l'histoire qui est super importante, c'est les légendes qu'on tisse. Si les gens ont envie d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle pour se transformer intérieurement, tant mieux. Mais en fait, le but, c'est de continuer à marcher, de cheminer, même dans sa tête. On peut avoir fait 1500 kilomètres parce que je me suis fait virer de plein d'endroits d'hostellerie parce que j'étais pas assez pèlerin pour eux avec mon chien et que je dormais dehors et compagnie. Parce que généralement, j'étais refusé de tous les gîtes où j'ai été avec un chien. J'ai accepté d'avoir un chien. Saint-Roch et son chien. Le chien, il dort là où Saint-Roch, il dort aussi. Donc voilà. Donc à partir de là, on s'est fait exclure de plein d'endroits. Mais en fait, il y a un profil, il y a des choses comme ça qui, au fur et à mesure, font que le pèlerinage perd de son sens. Que les personnes, euh, que les personnes justement s'accordent maintenant avec les vies qu'on a.
3 semaines, 4 semaines pour faire un bout de Saint-Jacques, etc., qu'ils aient les moyens financiers de le faire et qu'ils puissent aller dans des gîtes d'étape à 50 balles. Ben, tant mieux pour eux, très honnêtement. Moi, je critique pas les gens qui, voilà, chacun fait avec ses moyens. Il y a des gens qui peuvent pas marcher, donc ils se font porter les bagages, etc. Mais en fait, ça devient complètement aberrant. Et vu qu'on est dans une société du prêt-à-porter, du prêt-à-croire, on est en train de tout faire évoluer dans un truc complètement. Voilà. Ça me fait penser à. Mercantilisé, je ne sais pas si c'est le terme, mais le pèlerinage aussi devient quelque chose de l'ordre du mercantile. Enfin, je ne sais pas si ça n'a pas toujours été le cas quand même, parce qu'il y a toujours des gens qui Mais se ça a sont toujours été un business. enrichis historiquement parce Oui. qu'il y avait des pèlerins, tu vois. Ouais, Mais, c'est grâce à ça. Conques en Aveyron est un bon exemple, par exemple. voilà, Conques, c'est après, ça fait des monter le moines tourisme. Enfin, voilà, il y a toujours un intérêt aussi économique derrière. Mais à la fois, notamment, tu fous une vache à un endroit, bah, ça te fait des corridas. Tu fous la Sainte-Sara au Sainte-Marie-de-la-Mer, bah, tu tombes sur les gitans qui viennent et tout le folklore qui va avec. Ça, c'est pour rebondir sur la vie d'après, le pèlerinage. oui, parce que là, c'est vrai que tu es toujours un pèlerin, mais tu es un peu dans une phase post-pèlerinage aussi actuellement, hein. Bah, actuellement, c'est parce que je suis en formation, mais en fait, je suis nomade maintenant. Hmm. Voilà, c'est qu'en fait, bah, j'ai pu récupérer le char qui roule, entre guillemets, donc maintenant je dors en camion. Et des fois, je suis sur des ermitages, comme je dis, voilà, des lieux où je peux me ressourcer, mais je reste sur la route en permanence. Je reste sur la route. Mhm. C'est et c'est pas à la fois c'est pas un but en soi, mais à la fois c'est la vie m'offre ça, cette Hmm. opportunité de le faire, comme m'a offert l'opportunité de travailler en crématorium, où c'était une expérience complexe. Comme m'a donné, et encore une fois, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est le curé qui m'a demandé de devenir sacristain dans un haut lieu, un grand sanctuaire, justement, avec des gros pèlerinages. Et ça a été magique aussi. Et ce qui a permis au fur et à mesure d'arriver à continuer à cheminer. Donc là, pendant un an, les pèlerinages s'arrêtent, mais je recommencerai dès que la formation est terminée. Et qu'est-ce Voilà. que, qu'est-ce que le pèlerinage il t'a enseigné sur le tarot aussi? Le fait de toi être en pèlerinage, parce que j'imagine que le tarot t'a enseigné des choses, tu as pu faire des parallèles. Euh, le tarot, il semble qu'il ait mis en lumière des choses au niveau de ton pèlerinage, mais j'imagine que le fait de pèleriner est aussi venu illuminer ta compréhension du tarot. Ben, j'ai joué avec le tarot en créant les visuels. En fait, c'est par rapport je voyais un truc dans une église, des fois, ben, ne serait-ce que pour charger le téléphone portable dans les églises, c'est pas mal, parce qu'il y a toujours des prises. Et en fait, le fait de bloquer sur des images, justement, des vitraux, des choses comme ça m'a fait rebondir et créer des histoires. Et en fait, un peu à la méthode des tarotis appropriatis, justement, de l'époque, qui, Mhm. eux, en fait, faisaient pas des lectures de tarot, mais créaient des poèmes grâce aux cartes qu'ils tiraient. Donc, j'ai à peu près fait pareil. Et le tarot, en soi, j'ai jamais fait de lecture pour moi-même. J'ai jamais tiré les cartes pour moi. J'ai Donc, jamais fait de lecture. le tarot, C'est ça a été aussi un moyen d'accéder à ta vie créative finalement. Enfin, non pas qu'elle n'existait pas avant, mais ça a été un biais pour aller toucher quelque chose, aller à la rencontre de quelque chose de l'ordre de ouais, ton expression créative. ouais. Parce qu'en fait, je crois que je n'irai pas après d'aborder, par exemple, les archétypes. Je ne suis pas expert, je ne suis pas jungien, je ne suis pas tout ça. Donc, et puis même, pour moi, c'est biaisé maintenant, enfin, dans le sens où la population peut l'entendre. Voilà, c'est biaisé. Ce que j'apprécie chez Jung, c'est quand il en a parlé, c'est quand il était borderline, où il était presque dans la folie. Justement, quand il a commencé à aborder ça. Mais ouais, c'est des expériences de vie humaine. Ces cartes-là, c'est vraiment des choses qui peuvent, voilà, qui vont marquer, bah, selon les existences, hein, c'est toujours pareil. Si une personne, on n'aura pas la même interprétation des cartes, selon la personne qui va la vivre. J'ai des magnifiques lectures que j'ai pu faire par des gens, enfin des gens qui ils m'ont ouvert les yeux sur leur vision en fait.
Et l'objectif, en fait, pour moi, de cette tarosphère, c'est d'ouvrir mon champ de vision à 360 degrés. Et, euh, et voilà. Et on apprend tous les jours, comme on apprend du vivant tous les jours aussi. Voilà. Et c'est qu'à un moment donné, c'est ma marotte, mais ce n'est pas mon obsession non plus. J'ai une vie à côté et c'est pas ce qui va nourrir, qui va remplir ma marmite. Mais c'est quelque chose qui me tient aux tripes parce que j'ai l'impression que c'est tellement connecté à notre réalité et à notre vie de tous les jours qu'en fait que c'est un sacré outil qu'on peut exploiter à l'infini. Et c'est voilà. Bon, bah, après voilà, il y a d'autres choses. Mais on pourrait prendre le Yiking, mais on n'a pas justement Jung n'a pas parlé il a parlé plus du Yiking que du tarot. On n'a pas Et parlé le du tarot, tarot, Jung, hein, c'est il des n'a pas choses parlé. qu'on a créées après. Ça, c'est Qu'on a créé. Et en fait, le Yiking, voilà, pour moi, enfin, est super intéressant et un terreau de connaissances de fou, sauf qu'on n'est pas né dans cette culture-là. Hmm. On est né, nous, ici, avec papy, mamie qui jouaient au tarot et de temps en temps, quelqu'un un peu Madame Soleil à l'époque qui nous faisait des trucs, machin, en disant, attends, je dois te dire quelque chose. Ah non, je ne peux pas te le dire parce que j'ai mes guides qui font. Mais non, c'est fini, ce truc-là. C'est fini. C'est pas parce que tu es dans une conscience que le tarot, il est en lien quand même fortement avec la question spirituelle, que tu es pour autant euh, dans une vision du tarot justement qui est dogmatique et même à l'inverse. Et on retrouve beaucoup chez toi justement cette place hein, de la marge, de l'underground, justement de venir poser un regard, et ce qui est aussi le regard, le rôle d'humain d'ailleurs, de venir dénoncer et dire mais tout ce qui ne va pas en fait dans nos sociétés, etc. Alors non pas, hein, je dis pas que toi tu te poses en dénonciateur, c'est pas ça, mais il y a quand même cette position aussi qui est à la fois on est dans le sacré, mais on est aussi dans le rejet finalement de tout ce qui pourrait relever d'une société malade. Euh, et du coup, le tarot, il n'est pas du tout pensé comme une spiritualité détachée de nos réalités quotidiennes et politiques aussi, finalement. Mm. Bah, en étant sacristain au Sainte-Marie de la Mer, voilà, pendant 3 ans, j'ai pu et j'ai eu l'honneur et des fois jusqu'à l'agacement d'accueillir toutes les spiritualités du monde. Donc les gens qui pensaient que c'était les Égyptiens, d'autres qui pensaient que c'était les Hindous, d'autres. Et tout ce mélange-là de personnes, d'affluence, plus le tourisme de masse, moi, amené à dire qu'en fait, on était tous complètement barrés dans nos têtes. Et, euh, et que voilà, après, si ces croyances-là n'étaient pas néfastes pour les autres personnes, voilà, tant mieux. Mais à la base, d'une manière générale, on ne paye pas pour prier. Pour moi, c'est une règle de base. Et en fait, même au niveau du tarot, il y a cette notion-là qui va au-delà du jeu d'argent ou de la lecture divinatoire, etc. Après, j'ai retrouvé plein de tarots dans la crypte de Sansara, plus ou moins ésotérique, entre guillemets. Mais on est tous débarrés dans nos têtes. Et en fait, ça va être un des chapitres que je vais aborder dans le tarot dans la peau, mais dans quelques mois, qui s'appellera Les Encryptés. Ah Une oui. allégorie de la caverne de Platon, justement, et qui est en lien avec la carte du diable. Hmm. Voilà. Il y a, bah, de toute façon, après, voilà, on pourrait. Le tarot, il y a 10 000 histoires à écrire dessus et à raconter dessus. Et c'est pour ça que c'est un outil magique. Il faut le sacraliser et à la fois, il faut le brûler et pisser dessus. Enfin, voilà, Hmm, hmm, c'est, hmm. voilà. Il faut pas. Voilà. La vie ne tourne pas autour de ça. Le plus important, voilà, c'est aussi les relations humaines, c'est le quotidien, etc. Parce que, bah oui, enfin, même le fait de. C'est confrontant hein, de décider d'être dans l'errance, etc. Il y a des gens qui peuvent fantasmer sur le côté pèlerinage, vagabondage, etc. Mais tous les plans galères, bah, quand il fait -10 et que vous dormez dehors, bah, il fait -10 et vous dormez dehors. Quand vous êtes refoulé après avoir fait 40 ou 50 kilomètres à pied, d'un endroit où vous espériez plein de choses, et puis voilà, côté positif, attitude et tout,
Ben voilà, le maths, il se prend aussi ça dans en revers de médaille. C'est pas les vidéos de maintenant, c'est plus biographique, etc. Mais si vous regardez le contenu d'il y a quelques temps, bien, il y a 2 ans, 3 ans, il y a des moments donnés où je marque que je me suis fait refouler. Je me rappelle, tu disais, ouais, ouais, t'avais dû Oui. dormir dehors parce que t'avais un chien Non, ou mais parce que la je police dors. t'avait récupéré sur les marches de l'église, que tu t'étais fait Ah, réveiller. je me suis fait serrer Ouais. plusieurs fois. Enfin voilà. C'est pas pour me vanter ou des choses comme ça. Mais par exemple, quand tu voyages, le pèlerinage à la base, j'essaie de le faire sans argent. Donc il y a aussi ce challenge-là d'être sans argent. Et en me référant au rock, etc., je m'aperçois que c'est mon chien qui me permet d'avoir des interactions avec les humains, qui sont plus concernés par mon chien s'il a à manger que moi si j'ai à manger. Et par ce biais-là, c'est mon chien qui me nourrit, comme Saint-Roch a été nourri par son chien. Et voilà, donc ça fait. Et quand vous marchez 30 km par jour, vous avez le temps de réfléchir à pas mal de choses Et puis sur. là, du coup, on sort même de la question du pèlerinage. Là, tu touches même du doigt, voilà, la place et le regard qui est porté, tu vois, par la société sur des gens, bah, des gens Bon, qui dorment dehors, des gens sans domicile, enfin voilà, toute cette marginalisation qui a aussi des effets vraiment excluants, en fait, tu vois. bah, excluant, c'est qu'à la fois, je pense que c'est justement relié à ce truc-là de hors-sol. Mm. Oui. C'est qu'à un moment donné, d'où l'anonymat, parce qu'en fait, le but, c'est pas d'être. Voilà, mon but à la base, c'est pas d'être youtubeur. Le but, c'est de créer un spectacle de rue et d'être dehors. Voilà. Ouais. Le, YouTube, c'est un moyen de continuer à être créatif, mais à un moment donné, vous qui me regardez, un jour, peut-être que je viendrai dans votre village, dans votre ville, avec peut-être Marmotte ou un descendant de Marmotte, etc. Et on vous présentera un spectacle que vous rappellerez toute la vie basé sur le tarot. Voilà. Voilà. Et le but, c'est voilà, c'est de faire, de remettre en fait du sacré. Et en fait, les vidéos que je peux faire peuvent choquer, même la voix que je peux prendre avec le vocoder. Il n'y a pas d'IA ni rien, je fais tout moi-même. Mais tous les trucs, en fait, on nous impose des images en permanence devant les yeux. On nous impose des images, la pub, les machins, etc. Et en fait, j'essaye d'en imposer, mais différemment, de manière artistique, pour Mm, être des armes de création massive, et il n'y a rien à vendre au final. mm. Les likes, c'est très bien, parce que, bah, mine de rien, tu te dis à des moments donnés, c'est quand même bien d'avoir des gens qui apprécient ce que tu fais, mais c'est pas un but en soi. C'est un sacré travail, hein. Enfin, Et sacré, mais ça c'est prend un du sacré temps. travail aussi, hein. Ouais. Mais à la base, voilà, c'est un jeu de cartes. Faut jamais perdre de vue que c'est un jeu. C'est un jeu de cartes. Et il y a toute une notion, justement, qui est très subtile pour garder les histoires de pèlerinage, etc. C'est que moi, j'ai été baptisé il n'y a pas si longtemps, ça fait que 2 ans. Et quand j'ai commencé à marcher, j'avais l'impression, et je disais aux gens, mais je suis un faussaire sur les routes de pèlerinage, dans des pèlerinages chrétiens. Et il y a toute une notion où, en fait, je me voyais plus dans un état d'esprit sadhu. Mais les sadhus, c'est en Inde, qui sont morts au monde. Pour Mm. eux, dans leur tête, ils sont morts au monde, et même au niveau sociétal, ils sont morts au monde. Ils ont une carte, enfin, ils brûlent leur carte d'identité, ils ont un passeport hashish pour avoir du hashish et fumer des chilums en permanence. Il n'y a qu'eux qui ont le droit de le faire, mais ils sont morts au monde. Et en fait, on parle dans toute la tradition hindouiste de Maya. Dire que Maya, c'est l'illusion. Mais généralement, nous, les Occidentaux, on a noté que cette définition-là. La deuxième définition de Maya, c'est le jeu divin Mm. et l'acceptation d'être dans ce jeu divin. Et en fait, ce monde est complètement absurde, vraiment, et encore plus dans une société comme la nôtre qui est complètement déconnectée du vivant ou qui essaie de se reconnecter autrement par des moyens, etc. Mais en fait, vous n'avez pas besoin de payer des stages pour être en harmonie avec la nature. Il suffit de prendre le train et d'aller. Voilà. Et à la base, mes vidéos, c'était ça. C'est qu'en fait, bah, tu as un bâton, bah, prends un train et va marcher. Mm. Tu as un chien, bah, va promener ton chien. Et voilà, en fait, tout le monde peut le faire. Les idées d'anonymat, c'est aussi ça. Tout le monde peut faire
Bah, après, ouais, il y a des gens qui peuvent pas, malheureusement, mais voilà. Mais en fait, tout le monde peut prendre ce truc-là de cette déconnexion avec bah, de ce monde qui est hors sol. Ma provocation, c'est d'être sur YouTube. Même moi, je pensais jamais de ma vie être sur YouTube ou sur Instagram. C'est pas quelque chose qui, voilà, mais à la fois, j'ai cette nécessité et ce besoin, en fait, de créer et de partager. Et puis, mine de rien, c'est des voies de reliance aussi. Même si c'est pas, Mm. tu vois, même si la finalité, c'est la rencontre réelle, ben, Mm. à travers ces voies-là, on fait des rencontres aussi. On ferait peut-être pas si on restait là où on est, là où on habite, quoi. Tu vois. Mm. Mais il faut des gens qui accueillent les pèlerins aussi. C'est ce que j'ai. Mm. Ça, tu vois, c'est parce qu'il y a pas très longtemps, j'ai lu, comment ça s'appelle, le pèlerin russe, là, tu sais, Ouais. voilà, Le récit du pèlerin le russe. récit du pèlerin russe. Et ce qui m'a frappé dans cet ouvrage, c'est que justement, tu te rends compte comment à l'époque, les pèlerins étaient accueillis par tous les citoyens lambda, c'est-à-dire que les pèlerins, ils dorment traditionnellement, les pèlerins, ils dorment pas que dans des églises. En fait, quand tu vois un pèlerin, c'est déjà quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui est louable. Et du coup, tu vois, dans ce livre, on voit bien comment dans cette Russie-là, quand même, voilà, froide et tout ça, ben, tous les gens qui croisent ce pèlerin, à un moment, lui ouvrent sa porte. Alors, tu as des pauvres, tu as des riches, et tu as cette dimension, finalement, où chaque citoyen lambda, à un moment, peut ouvrir sa porte au pèlerin et doit, en fait, en tant que bon chrétien, ouvrir sa porte au pèlerin dans un esprit de communion et de confraternisation. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement absent. Par exemple, aujourd'hui, quand on pense à un pèlerinage, on est là, ok, je vais dormir où? Il faut que je loue un Bien hôtel, ou tu vidéo, vois? je scrolle sur Internet. Il faut que je Mais, réserve et tout. Et c'est inimaginable de dire. Alors, il y a des gens encore un peu qui voyagent comme ça, mais ça va dans mais cette c'est logique dont tu parles aussi de voyager sans argent, de s'en remettre à qui apparaît sur la route et tout ça. Comme ont fait les apôtres d'ailleurs aussi. Enfin, ouais, il partait à deux. Moi, je partais avec mon ouais, chien. Mais il y a encore les musulmans qui ouais. respectent et à Marseille, je demandais pas d'argent, c'est les musulmans qui m'ont donné pour m'accompagner sur le chemin, me donner à boire. Je suis arrivé à Marseille, j'avais pas d'eau, j'avais 10 litres d'eau pour de vrai, des bouteilles, j'ai eu 20 euros, mais en 10 minutes, Hmm. en étant dans les quartiers nord à Marseille, en marchant dans les quartiers nord à Marseille, parce qu'ils ont censé les gitans. Voilà. Et, euh, Et en fait, on a tellement développé une psychose et une névrose de la peur, bah justement, pèlerin, c'est étranger. La peur de l'étranger qui arrive dans la ville. Alors, j'invite tous les gens à lire Jean Giono, Que ma joie demeure. Voilà, pour le côté justement où des fois les étrangers qui arrivent, bah forcément, on peut se méfier. Il y a une méfiance de quelqu'un qui arrive et qui est de l'extérieur, mais en fait, on peut amener des belles choses aussi. Et de filer un coup de main, de passer du temps. Un pèlerin, c'est un peu comme un voyageur. Le vrai voyageur, il sait quand il part, il sait pas quand il revient. Moi, je sais pas quand c'est, je reviendrai. Et je sais même pas si je reviendrai un jour, quelque part, pour réellement me fixer. Pour l'instant, c'est pas mon objectif. Ça sera peut-être quand j'aborderai une autre carte. Hmm. Mais actuellement, c'est de me sentir poussé par ce truc-là, d'avoir ce nomadisme entre guillemets qui est à contre-courant d'une pensée, voilà, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas avoir froid, mais t'as pas froid la nuit, mais où est-ce que tu vas dormir, etc. C'est des questions qu'on se pose intérieurement et qui nous angoissent, mais c'est les autres qui nous le renvoient plus dans la tronche, mais par rapport à leur propre peur à eux. Et le maths, la carte est assez confrontante par rapport à ça. Parce que c'est une grande réflexion avec une très belle amie pèlerine qui s'appelle Martine, qui est une des fondatrices du chemin de Marie-Madeleine, qui m'expliquait un jour que le poids de notre sac à dos, c'était le poids de notre peur. Alors, je suis pas encore au niveau d'avoir juste le tarot dans ma besace. Il me faut un duvet, il me faut quand même machin, les croquettes du chien, etc. Mais j'aimerais un jour arriver à ce truc-là. Et voilà, de pas prévoir. Déjà, je prévois pas. Voilà. Je prévois pas où je vais dormir, je prévois pas où je vais m'arrêter.
Je sais par où je passe parce que ben, après on est moderne avec les GPS, etc. Mais même les chemins de pèlerinage je crée des chemins de pèlerinage. Tu ouvres. Mon projet, c'est le chemin de Sarok n'existe pas. Le projet, c'est de faire le chemin de Sarok and Roll pour les punks à chiens. Voilà. Voilà. Et d'arriver en Italie qu'un spectacle de tarot en français. En français et en 9 langues, toutes les langues du monde, voilà. Le but, c'est ça. Et je le ferai dans les 10 ans qui arrivent. Hmm. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que cette interview est complètement. Je suis désolé pour le public qui est habitué à voir des tarologues qui parlent de tarot. Parce que ça, ouais, c'est. Non, mais on est dans un autre champ. C'est pour ça que je voulais absolument t'interviewer. Voilà, je savais qu'on n'allait pas, on allait aborder d'autres dimensions. Merci beaucoup. Je propose que on arrête l'enregistrement, sauf si tu veux rajouter quelque chose, parce que cette partie hein, sera diffusée sur YouTube. Donc, si tu veux rajouter quelque chose à l'interview, je te laisse la parole. Et sinon, après, on passe à l'entre-nous. Eh ben, merci de m'avoir supporté jusque-là. Et bah, ça sera un plaisir de discuter avec vous bah, via Credo qui Absurdum 777 en message et pourquoi pas en vrai quelque part dans le monde. Voilà. Généralement, les gens qui m'ont dit ouais, mais t'inquiète pas, tu passeras chez nous quand tu passes dans le coin. Mais ils sont surpris parce qu'un mois après, je les appelle pour dire bah, je suis dans ton coin. Donc je passe pour de vrai. Mm, mm. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager sur le tarot et sur autre chose, sur le chemin. Voilà. Il y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci.